Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver. Nous avons changé de lieu, comme souvent. Nous sommes à la Fondation Vuitton pour une sélection donc de la collection de Bernard Arnault et évidemment sélection d'art contemporain, mais vous trouverez aussi des œuvres de Giacometti, de Matisse. Nous en parlerons au cours de l'émission dans un instant avec le sommaire. Mais nous sommes avec Silem Belkhodja, bonjour. Bonjour. Nous avons été vous voir il y a plusieurs mois à Tunis avec grand bonheur et vous dirigez donc un événement qui est célèbre, qui s'appelle Doc à Tunis, qui est diffusé à partir du 28 avril. Est-ce qu'on peut savoir, Silem, de quoi il s'agit ? Donc Nestle Fan Days, plutôt, c'est les gens de l'art. C'est un festival de documentaire, un festival de débat et un festival de danse contemporaine. Donc 3 festivals en un. Je suis très émue du musée du Bardo au musée contemporain de Louis Vuitton. Donc Car nous avons été au Bardo il y a quelques mois. C'est cette émotion que j'ai aujourd'hui. Et donc bientôt, il va y avoir le rendez-vous avec les Tunisiens, mais avec les films du monde entier. Comme on n'arrive pas à voyager dû à des problèmes de visa, en tous les cas planétaires, partout dans le monde, j'essaye de ramener le monde vers moi, et surtout les films documentaires. Donc les films où on réfléchit, où on pense, parce que les reportages ou les télévisions ou les choses comme ça peuvent donner une information assez rapide et assez légère et assez déconcertante. Mais avec un film documentaire, on reste 1h45, où on réfléchit, où il y a un débat, où il y a l'université populaire, avec la danse contemporaine, avec une liberté de corps. On invite des chorégraphes tunisiens, mais des chorégraphes aussi étrangers comme Pedro Pauwels, comme Maggie Marin, comme Angelin Prel-Jocage, comme beaucoup de compagnies, qui sont vraiment comment je peux appeler, l'airbag par rapport à ce public, parce qu'ils jouent le jeu, ils viennent d'une manière presque gratuite. Le dinar tunisien n'étant pas convertible, je n'arrive pas du tout, comme d'habitude, à programmer ce que je rêve, même à programmer les films que je veux, parce qu'on n'arrive pas du tout... Mais c'est la bataille. Mais c'est la bataille pour que la culture soit au rendez-vous. Et pour moi, sincèrement, 2018, pour moi, c'est la révolution culturelle tunisienne. C'est-à-dire, on a passé 7 ans de réflexion politique, sociale. Ça se passe difficilement, mais je pense que c'est un pays qui reste debout parce qu'on n'est pas dans une guerre civile, on n'a pas de dictateur, on continue à écrire notre démocratie difficilement, mais on l'écrit. Dans 2 semaines, il y aura les municipales tunisiennes, c'est la première dans le monde, et les films documentaires parlent de ça, la danse contemporaine avec la liberté du corps parle de ça, et le débat public aussi parle de ça. D'une certaine manière, en vous connaissant un petit peu, Silem Belkhodja, j'ai l'impression que tout ça est une sorte d'autoportrait au fond. Non. L'organisatrice crée aussi un autoportrait, c'est-à-dire quelque chose qui, dans tous les domaines, vous plaise. Danseuse, vous l'avez été, chorégraphie, ça fait partie de votre vie, documentaire, vous êtes proche du cinéma. Donc, ce sont quand même des choses qui sont en vous, qui sont là. Au fait, pour moi, la contemporanéité d'aujourd'hui, c'est dans le documentaire. C'est-à-dire, la danse contemporaine aussi, par rapport à la danse traditionnelle, c'est le contemporain d'aujourd'hui. Qui nous sommes, qui nous serons demain, qu'est-ce qu'on va véhiculer demain? Et dans 3 semaines, le 4-5 mai, je serai à Annecy, donc coucou à Bonlieu Scène Nationale, où je danse avec ma compagnie Les Frontières Invisibles, que vous avez eu l'occasion aussi de suivre au Pavillon Noir. Donc merci à mes partenaires, merci à TV5, parce que par le biais de TV5, je vois le monde, et c'est vraiment une télévision que je chéris, que je parcours, et elle est toujours là au rendez-vous aussi tunisien et arabe. Voilà, et d'ailleurs, nous viendrons vous voir probablement donc une prochaine fois pour non seulement vous défendre, mais en même temps faire partager à tous ceux qui regardent TV5, bon, et c'est normal, car ils sont nombreux en Tunisie, donc le patrimoine que vous défendez, et en même temps l'image, vous voyez, ça tombe, l'image de ce que l'on peut voir dans le monde entier. Ici, nous sommes dans une salle qui est entièrement consacrée au grand artiste japonais Murakami, on en parlera dans un instant. Voici le sommaire de l'émission qui démarre. Mai 68, c'était il y a 50 ans. De nombreux événements sont organisés autour de cet anniversaire et nous nous poserons cette question. La révolution de mai 68 inspire-t-elle encore la création en France et au-delà ? Nous sommes aujourd'hui au milieu de la nouvelle exposition de la Fondation Vuitton, intitulée Au diapason du monde, une exposition qui questionne la place de l'homme dans l'univers et nous nous questionnerons sur ce questionnement. Le 4 mai prochain, les membres de l'Académie Goncourt remettront le Goncourt du premier roman. Une des prétendantes est la journaliste belge Myriam Leroy, avec Ariane. Nous parlerons du livre et de son thème. Et comme chaque semaine, le tour du monde de ce qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est maintenant.
Et nous sommes avec nos amis chroniqueurs que vous connaissez, en tout cas pour certains d'entre eux, mon cher Alain Gerlache. Bonjour, qui nous vient de la RTBF, Myriam Fémiou de Radio-Canada. Myriam, bonjour. La traversée a été bonne? Oui, très bien, très bien. Tant mieux. Est-ce qu'il commence à faire un peu beau chez vous? C'est relatif. C'est tout à fait relatif. Nicolas Georges de TV5 Monde, c'est une première, Nicolas. C'est une première. Bienvenue. Heureux d'être là. Nous sommes ravis de vous accueillir donc dans cette salle de la Fondation Vuitton. Silem Bekodja, nous avons parlé avec elle il y a quelques instants. Silem, je vous resalue. Donc après le générique, tout ça avec Michel Serruti, vous le savez, de la radio-télévision suisse. Et Slimane Zeguidour qui nous accompagne donc souvent dans cette émission de TV5 Monde, 300 millions de critiques, où nous allons essayer d'envisager l'essentiel de l'actualité francophone. Nous allons commencer par une discussion que nous allons avoir autour de l'impact, oui ou non, de mai 68, dont nous commémorons le 50e anniversaire, notamment dans le domaine de la création artistique. Il y a de nombreux événements qui sont organisés autour de cette commémoration, même s'il n'y a pas de commémoration nationale. Je vous propose de découvrir justement un certain nombre d'entre eux. Regardez. Lutte, travailleurs, grève, usine, des mots qui témoignent d'une époque, celle de mai 68. Mai 68, ce sont aussi des affiches, souvent sur fond blanc, écrits en lettres majuscules. À l'origine, une initiative étudiante qui s'élargit aux artistes de l'époque. L'école des Beaux-Arts, en mai 1968, se met en grève, puis elle est occupée, et naît là une chose absolument singulière, qui est un atelier populaire, où des étudiants vont se mettre à produire des affiches en lien avec les luttes contemporaines à partir de la mi-mai 68, quand la France se met en grève. En 2 mois d'existence, plus de 300 affiches sont réalisées, toutes de manière anonyme. À la demande de militants, des centaines de projets sont proposés, certains d'entre eux deviendront des symboles. Cette période, elle est extrêmement attentive aux luttes, que ce soit à l'étranger ou en France. La question des travailleurs immigrés, la question du logement, de la sexualité, tout un ensemble de thèmes évidemment liés à l'environnement. Tout ça, ça émerge. Et ça émerge à partir de cette contestation de 68. Jusqu'en 1974, les affiches et autres expressions visuelles se multiplient. À travers ces images, militants et artistes participent à la production de nouvelles identités. L'idée là est vraiment de produire une force collective artistique au service des luttes. C'est vraiment assez exemplaire de ce lien entre art et politique. Le cinéma, l'art figuratif, l'artiste ouvrier, tout est possible pourvu que chaque cause soit défendue. Malgré ces revendications communes, des oppositions subsistent et les formes d'art sont différentes. Il y a de la tension et que parfois il y a même des conflits très forts entre ces images, entre les organisations, entre aussi les différents fronts, les différentes luttes. Bien que symbole d'une époque, dans cette variété d'images, certaines revendications font encore écho aujourd'hui et réinterrogent la place de l'image dans notre société contemporaine où elle est toujours omniprésente. Je vais commencer par le belge de service, car vous savez que dans les années 60, le situationnisme était très puissant en Belgique et que c'est vrai que la Belgique a été un terreau, je ne dis pas aussi important que la France, qui n'a pas eu 15 millions de grévistes évidemment, mais sur le plan culturel assez violent. Oui, mais vous savez, mai 68, chez nous, ça a commencé déjà en 67, lorsqu'il y a eu cette espèce de mouvement un peu révolutionnaire à l'université catholique de Louvain, qui était située en Flandre, et où on a expulsé les francophones au nom de la défense à la fois de l'identité du peuple. Donc il y avait déjà un climat un peu insurrectionnel, même si on était très très loin de la gauche prolétarienne de mai 68, etc. Moi, je pense quand même que essayer de faire ce rapprochement, c'est un peu artificiel. C'était Daniel Cohn-Bendit lui-même qui disait récemment dans une émission sur France 5 qu'il y avait autant de différences entre un révolutionnaire de mai 68 et un jeune d'aujourd'hui qu'entre un poilu de 1918, un poilu de 1918 et un jeune de mai 68. C'est 50 ans, c'est la même évolution. Je pense que c'est un peu artificiel de faire ce rapprochement. Quel est le rapprochement entre De Gaulle à 78 ans et Macron? Quelle est encore la pertinence de ce mouvement qui démarre parce que les étudiants masculins veulent pouvoir accéder
aux résidences universitaires occupées par les filles après 22 heures. Il y a quelques temps, la même université catholique de Louvain, justement, qui est maintenant du côté francophone, a organisé une Love Week pour protester et combattre les stéréotypes en matière sexuelle. L'époque a totalement changé. Alors, arrêtons tous ces rapprochements qui sont un peu artificiels. Il y a des rapprochements politiques, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent, mais au plan il y a des gens qui veulent aujourd'hui, non pas refonder un 68 ou des années 60 culturel, mais remettre la révolte au goût du jour. Quel manque d'imagination. Est-ce que les étudiants de mai 68 avaient un modèle? Non, ils inventaient quelque chose. Eh bien, inventons les révoltes d'aujourd'hui. Myriam, justement, les années 60 aux États-Unis, enfin je parle sur le continent américain, parce que là vous êtes pour le Québec, mais c'est parti avant 68, et ça, comment peut-on dire, irriguait tout, la musique, le cinéma, Woodstock, Easy Rider. Et qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Bien, clairement, des années charnières de changement avec ces contestations qui remontaient, comme vous le dites, des États-Unis, mouvement pour les droits civiques américains. Guerre du Vietnam. Guerre du Vietnam, exactement. On est dans les mouvements féministes aussi. Donc, le Québec est un peu secoué par tout ça. Et culturellement, c'est le moment où les Québécois, les Canadiens français, comme on les appelait à l'époque, sont en train de se dire qu'il est temps d'affirmer son identité, d'affirmer la langue québécoise avec toutes ses particularités. Et par contre, du côté de la révolution étudiante, ça s'est passé... nous, votre mai 68, ça a été notre octobre 68, légèrement à l'École des beaux-arts, notamment, où on s'est dit il faudrait décoincer un peu ces institutions vétustes, un peu vieillottes, pour réaffirmer le rôle de l'artiste dans la société québécoise. Que veulent dire les Québécois à travers l'art? Et donc, on s'est doté de structures culturelles et d'enseignements aussi pour essayer de donner un peu plus de souplesse aux artistes. Et c'est ça qui a donné quelques mois plus tard 2 œuvres phares qui, je pense, sont le avant et après culturel du Québec, c'est-à-dire Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay, avec cette langue jouale. C'était une des premières fois qu'on mettait sur scène une œuvre comme celle-là, où on parle des petites gens et où on parle de leur quotidien avec beaucoup de fierté. Et Le Stitch Show, avec Robert Charlebois, qui a été une révolution musicale, scénique, culturelle. Et donc, c'est une espèce de avant-après, une année zéro, si on veut. Oui, exactement, où on n'est plus jamais revenu en arrière. Donc, on s'est affranchi de la culture européenne, on s'est affranchi de la culture américaine pour trouver notre voix, notre son, notre identité, notre fierté. Et puis, on n'est plus jamais vraiment revenu en arrière. Nicolas, est-ce que vous avez l'impression qu'on peut faire un parallèle, justement? En tout cas, ce que disait Alain, c'est Cohn-Bendit lui-même dit c'est absurde ce parallèle. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il existe? Moi, le sentiment qu'il existe, moi, ce qui m'intéresse sur cette période de 68 et d'aujourd'hui, c'est que on voit vraiment des artistes issus de la bourgeoisie, on va dire, intellectuels, aux côtés d'ouvriers qui sont ensemble pour s'exprimer ensemble, pour prendre les murs de la ville et pouvoir enfin faire une lutte commune. Et c'est ça qui m'intéresse dans ce mouvement de 68 et tout l'art qu'il y a autour, c'est que tous ensemble, ils se réapproprient les murs de la ville, ils vont tous aux Beaux-Arts à Paris, ils vont tous faire des sérigraphies, des pochoirs ensemble, et ils créent, j'ai envie de dire, un petit peu des slogans publicitaires sur la Révolution. Et ils créent indirectement, et c'est ça qui est très intéressant, je pense, un mouvement artistique qui se retrouve aujourd'hui dans l'art de rue. Quand on regarde aujourd'hui, par exemple, les artistes d'art de rue français, notamment, je pense à Jérôme Mesnager, je pense à Mystique, par exemple, eh ben, on retrouve les pochoirs de mai 68, en tout cas l'idée, et ses slogans. Sois jeune et tais-toi, sous les pavés la plage. Interdit, etc. Exactement. Et donc ça, c'est intéressant. Je trouve qu'à l'époque, ils prenaient les murs de la ville avec des affiches toutes simples, avec des slogans tout simples. Aujourd'hui, les artistes de rue français, c'est ce qu'ils font de nouveau. Et le truc qui est assez drôle, moi je trouve, c'est que ces œuvres, aujourd'hui, 50 ans après, eh bien, elles sont estimées à peut-être 50 000, 60 000, 100 000 euros quand elles sont vendues en galerie. Donc vous voyez, finalement, l'histoire rattrape toujours l'art, ou plutôt l'art rattrape l'histoire. Alors, est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, chez vous, qu'il s'est passé quelque chose de particulier? Parce qu'on a beaucoup parlé des révolutions et du printemps arabe, Oui. il y a maintenant quelques années, mais est-ce que 68, ça signifiait quelque chose
en Tunisie? Déjà en Tunisie, en mars 68, il y a eu une révolution contre Bourguiba avec vraiment l'extrême gauche qui a tenu tête et qui ont été pratiquement tous à Borjoloumi. Et il y a eu une révolution réellement d'étudiants. Et même Foucault qui enseignait à la fac en Tunisie, et Bourguiba lui disait « Je voudrais que ça soit Descartes dans les têtes des Tunisiens ». Et il a vraiment été étonné par ce mouvement. Et l'influence de mai 68 chez nous, c'est nos papas et nos mamans. Il y avait une seule télévision. Et moi, je regardais par ce biais, par cette biais du Carn. Donc, on avait une télévision tunisienne, une chaîne, et une autre chaîne qui s'appelait Antenne 2 et La Rai Uno. Et cette chaîne-là a donné à mes parents, à nos amis, à tous les Tunisiens, cette liberté aussi de penser. Même sous la dictature de Bourguiba ou la dictature de Ben Ali, mai 68, à Tunis, a eu des influences au niveau des intellectuels, au niveau des artistes. C'est comme ça qu'il y a eu Fadel Jaziri, Fadel Jaibi, en tous les cas, tous les artistes, hommes de lettres, écrivains, hommes de théâtre. Mais aujourd'hui, il y a vraiment un 68 nouveau avec la jeune révolution tunisienne. C'est cette jeunesse-là qui s'est appropriée. Effectivement, les jeunes sont beaucoup dans les beaux-arts, les pochoirs, tout ce qu'on a vu au niveau de la révolution. Le corps est de plus en plus libre. Et même si on a peur que la Tunisie redevient conservateur, ce qui ne va pas être le cas, les 24 gouvernorats de Tunis, c'est-à-dire les 24 régions de Tunis, sont en train de s'approprier leur propre culture, pas être identitaire, mais avec cette liberté au niveau des médias et des nouvelles technologies. C'est-à-dire, on est au courant de ce qui se passe aux États-Unis, au Japon. Les Japonais, les mangas, tout ce que vous voyez ici, sont chez nous comme si c'était leurs amis. Ils ont grandi avec les mangas. Tout le monde, avec les réseaux sociaux, est devenu le contemporain de ses contemporains. Exactement. Et donc, cette liberté artistique et cette liberté des artistes, aujourd'hui, on la signe aujourd'hui. Et elle existe en Tunisie. Alors, on va faire un petit tour de tout le monde pour savoir ce qui s'est passé, parce qu'il y a un aspect pédagogique. Et puis après, on terminera par une conversation générale pour savoir si effectivement il y a un lien ou pas, ou si ce lien est complètement artificiel, voire même publicitaire. En Suisse, que s'est-il passé? En mai 68 Oui. Il y a eu effectivement des manifestations qui ont eu lieu en Suisse en soutien ou à la suite de ce qui se passait en France et de ce qui s'était passé aux États-Unis d'abord, mais dans un autre contexte, avec une autre dimension évidemment qui n'était pas celle ni de la France ni de ce qui s'était passé. Un côté tranquille. Un côté absolument tranquille, oui, vraiment. Mais il faut comprendre aussi que la Suisse, c'est un ensemble de cantons, c'est une confédération, donc c'était aussi compliqué d'avoir des revendications à une échelle nationale. Il y avait des revendications à Genève pour Genève, les études universitaires. Il y avait des revendications à Zurich, mais qui étaient finalement plus marquées par ce qui se passait en Allemagne. Donc il y avait cette mosaïque typiquement suisse qui a eu lieu à ce moment-là. Et au niveau artistique, il y en a même certains qui estiment, Hans-Ulrich Obrist, qui est le directeur de la Serpentine Gallery à Londres, lui estimait que finalement, d'un point de vue culturel, d'un point de vue artistique, le vrai mai 68 en Suisse, il s'est plus passé finalement dans les années 80, parce que c'est là qu'il y a eu une véritable émergence d'artistes au niveau plastique. Je crois que je suis assez d'accord avec lui. Enfin, il est plus capable que moi d'avoir une opinion là-dessus. Mais ce qui est important de comprendre, je crois surtout par rapport à mai 68 et au niveau de la culture, puisque c'est de ça dont on parle dans cette émission, c'est que mai 68, c'était une explosion sociale, c'était une explosion politique. Mais au niveau artistique, il y a des choses qui s'étaient passées déjà bien en amont. Finalement, Nicolas parlait tout à l'heure, est-ce que l'art rattrape l'histoire rattrape l'art? Moi, j'ai l'impression que c'est l'histoire qui rattrape l'art d'une certaine manière. Si on pense je sais pas, à Kerouac sur la route, c'est 1957, la Beat Generation, c'était déjà plus de 10 ans avant 1968. La nouvelle vague avec Godard et autres, c'est le début des années 60. Le free jazz, c'est le début des années 60. Le rock, c'est la fin des années 50. Enfin, il y avait déjà un certain nombre de choses qui remettaient en question la façon dont la société fonctionnait. Donc la politique était à la traîne de la révolution artistique. Et il y a eu effectivement cette explosion sociale. Vous avez amorcé le débat, Slimane. La vision que vous avez. Oui, alors je pense que... Jetez-vous dans la piscine. Il est tout comme dans un magnifique tableau de David Hockney, A Bigger Splash. Alors, avant de dire ce dont je me rappelle de mai 68, je pense qu'avec le recul, on peut lui redonner sa vraie proportion à cette révolution de 68 en France en disant que ce n'était que la séquence française d'une révolte contre l'ordre établi qui était universelle, qui avait commencé en février par la révolte de Prague contre le joug soviétique communiste, avec les chars du bloc communiste à Prague. Ensuite, il y a eu l'assassinat de Martin Luther King dans le siège de la lutte pour les droits civiques. Il y a eu des révoltes estudiantines au Japon et ensuite au Mexique, la répression sauvage par l'armée mexicaine des étudiants au Mexique. Alors,
Moi, à Alger, j'étais à Alger, j'avais 15 ans. J'en ai eu quelques effluves parce que j'habitais dans le quartier du Golfe, où se trouvait le lycée Fromentin, fréquenté par les enfants des dizaines de milliers de coopérants français, pour la plupart qualifiés de pieds rouges, parce que c'était des gens de gauche qui étaient allés construire l'Algérie socialiste, et fréquenté aussi par les enfants de la nomenclatura du FLN. Donc nous allions à la sortie du lycée chaque fin d'après-midi pour reluquer les filles habillées à la mode parisienne, salut les copains. Et ce dont je garde comme, disons, comme révolte locale, parce que c'était une dictature, contre l'ordre établi, c'était l'aspect, disons, ludique de la révolte, c'est-à-dire totalement dépolitisé. Et donc, les cheveux longs, la barbe pour les garçons, les maxi-manteaux, les pantalons pattes d'éléphant, et pour les filles, la mini-jupe. Mais déjà en 68, vraiment? Déjà en 68, oui, oui. Et d'ailleurs, il y a eu quelques grèves dans certains lycées, des mouvements estudiantins à l'intérieur de l'Algérie, et la police politique à l'époque avait subodoré que c'était des gauchistes, parmi les profs français dans les universités, qui avaient injecté le virus parisien dans la jeunesse algérienne. C'était vraiment un mouvement complètement universel, et je crois que ce qui reste de cela aujourd'hui, c'est que comme c'était une révolte ludique, qui passait du social à l'individuel, c'est-à-dire qu'il fallait développer ses rêves, ses fantasmes, d'où le graphisme psychédélique. Il fallait parfois céder de drogues comme le LSD pour sortir tout ce qu'il y avait dans les tripes. Je me demande si ce qui n'est pas resté, c'est le jouisser sans entrave. C'est-à-dire que pour la première fois, l'idée de jouir n'était pas un droit ou une quête intérieure ou une chance, c'était une injonction, un ordre. Voilà. Ce qui est quand même assez différent de ce qu'on voit dans les mouvements étudiants aujourd'hui, où le jouissez sans entrave n'est quand même pas exactement ce qu'on retrouve dans les facultés. Alors, il est évident que ça a été l'irruption de la jeunesse au niveau mondial, exactement de la même manière que ce qui s'est passé après la guerre de 14 avec les surréalistes, et ça a enchaîné une révolution culturelle mondiale. Et des événements dont parlait tout à l'heure notre camarade Alain, avec lesquels Daniel Cohn-Bendit aujourd'hui prend un recul humoristique, parce qu'il déteste qu'on parle de lui comme le leader de 68, il se voit surtout comme un Européen. Il est vrai que c'est la grande saga du nouvel Hollywood, du rock, de Woodstock, de la littérature qui s'est totalement modifiée, qui a joué un rôle essentiel et qui restera pour l'éternité, même si ces images de barricades restent saisissantes, même si dans certains pays, comme le nôtre évidemment, le départ du général de Gaulle en 69 a été vécu, pour tous ceux qui avaient vécu la libération, comme un événement étrange. Voilà, toutes ces expositions n'éteindront pas le débat sur mai 68, car beaucoup considèrent que ça a été une grande farce, et d'autres que ça a été donc le moment d'une grande révolution culturelle. À voir dans les deux, ça peut être les deux à la fois. Mais c'est les deux. C'est les deux. C'est les deux, évidemment, et c'est souvent à travers les artistes qu'on retrouve la vérité en profondeur d'un mouvement. Je remercie d'ailleurs Slimane et donc Siem d'être venus avec nous pour cette première partie de l'émission. Nous allons parler justement de l'art d'aujourd'hui pour voir, puisqu'il s'agit d'une grande partie de la collection Vuitton et Bernard Arnault qui est exposée à la Fondation Vuitton, à quoi correspond l'art d'aujourd'hui dans cette grande exposition. Cette exposition s'appelle Au diapason du monde. Donc on est un peu dans la même problématique, c'est-à-dire qu'est-ce que l'art d'aujourd'hui dit du monde d'aujourd'hui. Je vous propose de découvrir quelques images avant d'en parler, évidemment, plus en détail. Merci à tous les deux.
Voilà, au diapason du monde, donc c'est la grande exposition qui se trouve à la Fondation Vuitton aujourd'hui avec des œuvres de Murakami qui sont autour de nous. Vous retrouvez évidemment à la fois la culture manga, une part du taoïsme et en même temps, quand vous regarderez dans le détail avec nos amis caméramans, des têtes qui sont des têtes de mort, et il faut bien le dire, et qui correspondent à les grandes tragédies de l'humanité. Murakami est un peintre pop, et la grande question, c'est là de savoir si aujourd'hui tous les artistes, eh bien, que vous découvrirez dans cette exposition et dans les musées du monde entier, racontent l'histoire de leur époque, qu'il s'agit de Christian Boltanski, de Gerhard Richter, ou même avant, donc, de Giacometti. Commençons par... Allez, vous. Oui. Quelle est la Vous avez le question? sentiment, au fond, que dans la diversité, parce qu'il y a une énorme diversité plastique. Oui. On ne peut pas dire que Murakami, ça ressemble à Boltanski. Non, On ne absolument. peut pas dire que Richter, ça ressemble à Bertrand Lavier. Oui. Donc, est-ce qu'ils ont, à travers tous ces moyens d'expression, le sentiment, ou en tout cas l'intention de montrer quelle est la diversité du monde, des tragédies, des bonheurs? Est-ce que c'est ce que vous allez ressentir en visitant l'exposition? Alors, je vais avoir une réponse de Normand, je vais vous dire oui et non. Le Suisse. Suisse normand. Alors, un Suisse normand et non pas un Suisse roman, oui et non. Alors oui, bien sûr, parce que c'est le but, je pense, des artistes, c'est-à-dire d'exprimer le monde à travers leurs émotions propres, à travers leurs sentiments, à travers leur sensibilité. Et la vision du monde, ben, du coup, elle est unique à chaque fois, elle est différente, elle est personnelle. Et puis en même temps, paradoxalement, dans cette exposition-ci, moi j'en suis ressorti avec un sentiment de cohérence et d'unité, en dehors ou à travers la diversité des œuvres et des artistes qui sont exposés. Je trouve que c'est véritablement la chose moi, qui m'a frappé et qui est de qualité dans cette exposition, parce que évidemment qu'on a des noms incroyables. Il y a Klein, il y a Giacometti, il y a Flavine, il y a Richter, il y a Sigmar Polke. Enfin bref, il y a un nombre... Et des gens qui pratiquent esthétiquement des différents... Enfin, qui sont dans des registres qui n'ont aucun rapport. Entièrement d'accord. De l'art minimal, de l'expressionnisme. Il y a de la vidéo, il y a, en plus, voilà, au niveau plastique, c'est des choses qui sont très différentes. Mais incroyablement, à travers toute cette diversité, moi, ce qui m'a frappé, c'est que quand je suis ressorti, c'est un sentiment qui est né petit à petit en visitant l'exposition, c'est-à-dire qu'on avait l'impression d'avoir une cohérence, une unité, un regard sur l'homme autour de soi, sur sa fragilité, sur sa place dans la nature. Et à travers toute la diversité des œuvres et des différents artistes, on ressortait avec... Moi, je suis ressorti avec une sorte de vision du monde, mais qu'on doit finalement peut-être pas tellement aux artistes, mais plus aux commissaires d'exposition, en l'occurrence. C'est peut-être plutôt le travail de Suzanne Paget qui a monté cette exposition et qui a réussi, je trouve vraiment, à travers la diversité, je le disais, des artistes et des œuvres, à insuffler un sentiment où il y a une sorte de message presque subliminal avec lequel on ressort et qui nous accompagne au-delà de l'exposition. C'est ça, moi, qui m'a véritablement frappé ici, au-delà de la qualité des œuvres et des artistes qui sont absolument éblouissants un par un. Alors, si on avait fait la même exposition il y a des années et des années, on aurait trouvé essentiellement les artistes allemands et les artistes américains. Et Nicolas, c'est une des choses qui est assez frappante aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que dans le monde de l'art, car là, ce sont des gens qui ont entre 35 et 80 ans pour Richter, ben, ce dont on se rend compte, c'est qu'ils ne sont pas massivement européens, comme ça a été le cas avant la guerre, ou massivement américains, comme ça a été le cas après la guerre. Ils viennent de partout, donc il n'y a plus de centre, en fait. C'est ça qui est génial, en fait, moi, je trouve, dans cette exposition. Là où je te rejoins pas trop, Michel, c'est qu'effectivement, toi, tu parles de globalité. Moi, je trouve que, justement, j'avais l'impression, non pas d'être dans une globalité, mais d'être dans une exposition où on me fait voyager à travers le monde. Donc, tu vois, on l'a pas ressenti de la même manière, vraiment, de ce point de vue-là. Est-ce qu'au final, est-ce que tu ressors avec un sentiment qui est diffus ou... Qui diffuse. Voilà, exactement. Tu vois, on l'a pas ressenti de la même manière. Et effectivement, Guillaume, là où je trouve ça génial, cette expo, c'est que j'avais l'impression de voyager à travers le monde grâce... effectivement, à ces artistes qui viennent de partout. Là, on est dans la salle de Murakami. Moi, j'ai l'impression d'être au Japon, d'être à l'autre bout du monde. Et c'est vraiment l'impression que m'a donnée cette exposition, c'est de voyager en l'espace de 1 heure. Grande diversité, quoi. Grande diversité. Et je trouve ça vraiment top. National, international. génération. Mais oui, et c'est une super belle vitrine de ce qui se passe dans le monde actuellement. Et c'est vrai que Paris est une des seules villes au monde qui nous offre ce genre de vitrine internationale, il faut le dire. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans l'unité ou dans la diversité, Myriam? On est dans la diversité et c'est tant mieux parce que j'ai trouvé qu'il y avait une diversité de générations et c'est ce qui m'a vraiment frappée. Ah oui, Pierre Huyghe, par exemple, et Gerhard Richter. Exactement. Donc, de la vidéo
et en même temps donc un grand peintre qui a fait à la fois de la peinture abstraite, de la peinture figurative, des monochromes, des glaces, enfin tout. Et on réalise que peu importe l'époque, les artistes se sont posés cette question, quelle est la place du petit être humain dans son grand univers? Il n'y a pas qu'une réponse, il y a une pluralité de réponses à cette question-là et c'est ce que j'ai aimé. Chacun, je pense, selon ses sensibilités, selon où on en est dans notre vie personnelle, où on est dans le monde, va trouver différentes réponses à cette question-là. Et j'ai trouvé ça hyper sensible, en fait, comme exposition, où on est obligé de se questionner sur notre univers. On ne se le cachera pas, là, le monde va mal. Et je pense qu'à travers l'art, on peut justement réaliser à quel point tout est fragile, tout est éphémère. Le petit bémol, où sont les artistes canadiens? Parce qu'il y en a d'extraordinaires qui se posent aussi ces questions-là. Je pense notamment à des artistes contemporains comme David Datmeld ou encore Marc Séguin, dont je vous parle à chaque fois que je viens ici. Alors, j'ai hâte de les voir à la Fondation. Oui, ils sont peut-être ailleurs, hein, parce que c'est un... Alors, employons un mot anglo-saxon, c'est une sorte de best-of de la collection. Ce n'est pas l'intégralité de la collection. Mon cher Alain. Alors, s'il fallait une preuve qu'on n'est plus en mai 68, eh bien, elle est ici. Parce que à l'époque, c'était moi, et moi, et moi, et moi. Hein, je suis, j'existe, je jouis. Et aujourd'hui, ce qu'on voit dans cette exposition, c'est l'interpellation que suscite cette réflexion sur la place de l'être humain dans le monde minéral, végétal, animal. Il y a cette extraordinaire sculpture de Villar-Horace à un moment dans l'exposition où l'on voit deux petits chats en train de jouer entre les jambes de David, de Michel-Ange. Eh bien, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, ce n'est plus simplement nous, l'œuvre, moi qui m'exprime, mais l'environnement dans lequel nous sommes. Et c'est évidemment suscité par les interrogations que pose en effet la place de l'homme, l'impact de l'homme sur son environnement. Donc je trouve cette exposition très, très actuelle. Elle montre bien que, et c'est valable aussi dans d'autres formes d'art, la littérature, voire la musique aussi, on voit bien que c'est le thème actuel. On ne pourra pas réinventer le monde aujourd'hui sans le réinventer dans l'univers dans lequel nous sommes, et pas simplement par rapport à l'individu. C'est ça le questionnement d'aujourd'hui. Et je trouve cette exposition, qui ne fait pas référence à mai 68, particulièrement actuelle. Il y a beaucoup d'artistes belges qui participent. Évidemment. À cette exposition, et beaucoup d'artistes belges, les Yann Fabre et les autres. Ce sont des interrogations aujourd'hui qui traversent à peu près le monde entier, en effet. Mais pour prolonger, alors, peut-être la discussion tout à l'heure sur mai 68, et puisque tu en parlais, Alain, ouais, mais parce que le paradigme s'est renversé. Voilà. En mai 68, il y avait un esprit communautaire ou social qui était très fort, donc il fallait affirmer l'individu. Et paradoxalement, aujourd'hui, que l'individu a été affirmé depuis 50 ans, il faut revenir justement à une recherche d'un certain bien commun qui a disparu. Le rêve et le retour du réel. Exactement. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire qu'on parlait encore tout à l'heure que l'histoire rattrape l'art, en l'occurrence, et c'est cette recherche à nouveau qu'on voit dans l'art d'une cohérence, d'un questionnement sur la place globale de l'homme et voilà, du bien commun, et voilà, en opposition à un être, on va dire, plus individualisé qui a été le fruit de 68, comme 68 a été la réaction à une société qui était très omniprésente, qui était castratrice d'une certaine manière, qui imposait quelque chose à un groupe total et qui empêchait l'individu d'être présent. Et on voit cette évolution. Et aujourd'hui, c'est ça que cette explication, c'est ça que cette expo notamment nous montre. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une cohérence, en tout cas de mon côté, parce que ce questionnement-là, à travers les différentes œuvres, on le reçoit de plein fouet et on s'interroge là-dessus et on le ressent de cette manière. D'ailleurs, l'art n'est jamais dans le cadre de cette exposition, comment peut-on dire, il est symboliquement politique, mais il n'est pas exprimé politiquement comme un slogan. Je prends deux exemples historiques, puisqu'on fait le mélange entre les deux. Le pop américain a montré des images qui étaient des images, par exemple, quand Warhol peignait Mao Tse-tung, cette espèce de Bouddha bienveillant, mais qui en même temps était un dictateur épouvantable. L'image était souriante et violente, subliminale. C'était pas écrit. Dans la figuration narrative chez les pop français, par exemple, Rancillac, Fromager, qui a eu une rétrospective récemment à Beaubourg, il y a toujours ce côté, on va vous expliquer ce qu'on fait,
Le slogan est quasiment sur le tableau aussi. C'est Et écrit. évidemment, C'est la légende. ça détruit la puissance de l'image. Parce que ce qu'il y a de fort chez Warhol, c'est que tout est suggéré. Et ce qu'il y a de moins fort dans le pop français, c'est que tout est écrit. Donc du coup, la part de l'interprétation devient extrêmement faible. Et ce que je trouve dans la génération des artistes qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'ils ont bien compris la leçon entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut suggérer ce qu'est, par exemple, l'atrocité. Vous voyez, par exemple, le tableau de Murakami qui est derrière nous. Vous avez à la fois une allégorie des catastrophes type Fukushima, etc., en même temps un personnage qui vient de la culture taoïste avec des écritures, et en même temps, on n'est pas loin du manga. Mais tout ça est mélangé et n'est pas didactique. Et c'est peut-être ça qui a fondamentalement changé entre la génération des années 60 et celle d'aujourd'hui. Qu'y a-t-il sur les réseaux sociaux, ma chère Laure? Écoutez, sur les réseaux sociaux, Alors, bonjour. bonjour. Ah oui, mais je ne sais pas vous le dire. Non, mais vous avez raison. Non, mais je suis arrivée comme ça, très discrètement. Sur les réseaux sociaux, il y a une lecture beaucoup plus, j'ai envie de dire, basique. C'est-à-dire que ce que les gens retiennent de l'exposition, attention, ceux qui veulent communiquer essentiellement sur Twitter, c'est Murakami. C'est-à-dire qu'on ne parle que de lui, c'est la rock star, enfin, c'est l'art star de l'exposition. On oublie presque le thème. Et on ne parle que de lui, on photographie ses œuvres, on les poste après sur les différents réseaux, mais c'est lui vraiment qui a la cote. Et on oublie même le sens de l'exposition. C'est-à-dire qu'il faut vraiment creuser et aller chercher un ou deux tweets qui va parler de ce dont on parle maintenant, mais sinon, non, c'est l'œuvre telle qu'elle est, ce qu'elle inspire, mais on ne va pas essayer de comprendre ce qu'elle essaye de nous faire comprendre, ou aucun questionnement. Et je suis assez étonnée, pour l'instant, attention, l'expo est toute nouvelle, donc suite à la diffusion de l'émission, certains vont se dire on va faire des tweets un peu plus profonds. Mais pour l'instant, c'est assez basique. C'est Murakami sur les réseaux. Alors, il faut dire que ce qui est aussi une des choses fondamentales des années 90, nous sommes en 2017, c'est qu'en gros, jusque dans les années 90, à quelques exceptions près dont on a parlé, Fujita, etc., l'art asiatique inexistant dans la scène internationale. À partir des années 90, on a commencé à parler avec Yang Zhaoyang des artistes chinois et évidemment Murakami, des artistes japonais, ou Kusama et tous les autres, mais ils n'existaient pas dans l'histoire de l'art. Donc évidemment, Murakami, qui a fait le voyage de New York, qui a été rencontré Warhol et qui s'est dit, au fond, on peut faire quelque chose de sophistiqué à partir de la culture populaire, tout d'un coup, ça a fait l'effet, on le comprend, d'une sorte de bombe, parce qu'il n'y avait pas d'art asiatique. Ou alors quelques peintres qui vivaient en France, qui étaient un peu perdus. Il y a un côté ludique, il y a un côté ah bah oui, mais ça c'est la grande, accessible. Mais ça c'est la grande leçon du pop. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'un côté la culture sophistiquée et de l'autre côté la culture populaire. C'est ensemble qu'on doit voir les choses, d'où effectivement c'est normal l'idée que tout d'un coup ça a un impact considérable sur le net. Alors paradoxalement, c'est presque une deuxième expo, Murakami, dans l'expo, j'ai l'impression. C'est une expo dans l'expo, c'en est une autre. Mais aussi, un mot et on termine. Ouais, il y a aussi le fait qu'on est devenu un peu passif. On est tellement bombardé par les images que peut-être on les voit, on est impressionné par des gros noms, mais on se pose de moins en moins de questions. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les nouvelles formes de narration artistique sont intéressantes. Présentement, à Montréal, au Centre Phi, il y a une exposition de réalité virtuelle où c'est exactement la même thématique qu'ici, particules d'existence, donc l'être humain dans l'univers et comment l'humain est devenu très fragile à cause des changements climatiques, notamment, mais aussi les exodes de masse un peu partout aux quatre coins du monde. Donc, on met ces casques-là et là, on ressent l'émotion, la fragilité de l'humain dans son environnement. Et je pense qu'on est obligé de se poser justement ces questions-là sur l'infiniment grand, l'infiniment petit, alors que parfois, on reste passif, bombardé, paresseux devant certaines images. Alors, le Zap Culture, vous le savez, à ce moment de l'émission, nous allons faire le tour de l'actualité francophone grâce à ce zapping et nous aurons le dernier débat du jour. Ce zapping, le voici. Les formules magiques des marabouts d'Afrique, elle est dit reste pour que tu saignes encore. J'ai l'impression que je me répète, tu sais, mais l'humain est une erreur, c'est pour ça que l'erreur est humaine. C'est une sorte de ressource en fait pour moi, l'Afrique. Larguée par son mari, maman est en pleine dépression. Difficile de l'en faire sortir, surtout quand on est deux sœurs radicalement différentes. Ça va pas, on va pas tuer papa. Mais pas nous. Maman, elle est quand même partie avec une infirmière de 30 ans. Un cosmonaute, c'est quelqu'un d'inspiré,
Un astronaute, c'est quelqu'un de très bien financé. Vous allez faire en quelque sorte votre retour sur scène à l'automne 2018 dans une pièce intitulée « Je suis mix ». Et là, vous allez à la petite licorne, c'est sans aucun doute pas pour l'argent, là. Non, c'est pas pour l'argent, c'est pour le fun. Exister, c'est incongru, problème habile, inconnu. Pour Alain Chamfort, c'est l'heure du bilan. J'arrive à un âge où on peut se poser un certain nombre de questions. Elles sont traitées dans cet album, mais je le dis encore une fois, d'une manière plutôt légère et qui reste distrayante, enfin, je trouve. Ces chansons sont bien à son image. Élégantes, soignées, mine de rien, éternellement pop. Heinz Weidheim met le clown à l'honneur. Les clowns qui ont marqué l'enfance de Martin Timmerman et incite le spectateur à amorcer d'autres réflexions. Depuis Levels en 2011, le jeune DJ suédois a enchaîné les tubes et les collaborations prestigieuses. Hier, à 28 ans, il est retrouvé mort dans un hôtel de Mascate, dans le golfe Persique, à l'image d'autres jeunes artistes partis prématurément comme Kurt Cobain ou Amy Winehouse. Sa musique lui survivra encore longtemps. Le 4 mai prochain, les membres de l'Académie Goncourt remettront le Goncourt du premier roman. Et parmi donc les nommés, il y a Myriam Leroy, qui est journaliste, qui est belge, et qui évoque dans Ariane, donc c'est le titre, l'amitié un peu toxique, qui lie deux adolescentes dans la Belgique des années 90, qui connaît particulièrement bien Alain Gerlache, surtout l'aspect toxique. Je vous propose de découvrir cet auteur avant de parler plus largement autour du thème de son livre. C'est surtout un roman d'apprentissage, apprentissage de la cruauté, apprentissage de la séduction, qui participe, je crois, un peu de la même idée à l'adolescence. Et on teste, en fait, sa puissance et l'effet qu'on peut avoir sur les autres. Alors, vous avez parlé d'une histoire d'amour entre ces deux femmes, mais pour moi, c'est plutôt une histoire de passion à sens unique et de manipulation, en fait, de la part de l'autre, d'Ariane, en fait. Mais en fait, le personnage d'Ariane est volontairement très opaque. On ne sait pas très bien ce qui l'anime, mais ce qui est sûr, c'est que dans une relation, qu'elle soit d'amitié, d'amour ou sociale, il y a toujours, je crois, un dominant et un dominé, quelqu'un qui est en position haute et quelqu'un qui est en position basse, quelqu'un qui aime plus que l'autre, tout simplement. Et celui qui aime plus, il est plus sujet à se laisser mener par le bout du nez. Mon cher Alain, vous êtes notre expert en toxicité belge. Et en Myriam Leroy, peut-être aussi. Mais évidemment. Je la connais bien, j'avoue. Elle m'avait un jour interviewé quand elle travaillait pour un journal et j'avais trouvé ses questions particulièrement rentre-dedans, très déstabilisantes. Et donc, je l'avais invitée à venir à l'émission que j'animais à l'époque sur la culture, les médias, le web, etc., dont elle est devenue une chroniqueuse. Elle a participé après à d'autres émissions. Elle est très connue chez nous pour... Quel âge aujourd'hui? 36. Ça, une trentaine d'années, voilà. Adolescente, en effet, des années 90-90. Et dans ce livre, comme dans ses œuvres radiophoniques ou télévisuelles, à la fois une plume acérée et une sensibilité à fleur de peau. Je crois que c'est ça qui touche. Vous avez l'impression que vous avez découvert une auteure. Ah ouais. Alors, oui, moi, non, mais clairement, c'est un bouquin, franchement, c'est un bouquin magistral, c'est un bouquin remarquable. Il y a un vrai style d'écriture. Je ne suis pas tout à fait certain d'avoir affaire à quelqu'un qui me parle comme dans la vraie vie. Il y a une richesse dans l'écriture, mais qui n'est pas quelque chose d'ampoulé, qui n'est pas quelque chose d'exagéré, qui n'est pas quelque chose de sophistiqué. Ça va droit au but, c'est à la fois chirurgical et magnifiquement écrit. Il y a un vrai style, mais vraiment. Alors, moi, je suis tombé en amour avec son écriture. Mais c'est un bouquin qui va au-delà de simplement l'esthétique de l'écriture. C'est un bouquin qui parle de l'adolescence. Vous parlez de toxicité. Alors, c'est la toxicité, évidemment, dans cette amitié-amour, parce qu'on ne sait jamais vraiment à quel stade ça se passe entre ces deux amis qui ont 12, 13, 14 ans, et c'est la toxicité de la relation de l'une avec l'autre. Mais c'est un bouquin qui fait les allers-retours aussi avec l'âge adulte, parce que Myriam Leroy nous parle finalement de ce qui s'est passé dans l'adolescence et de quelle manière ça continue d'imprimer ou d'agir ou d'avoir des conséquences dans l'âge adulte. C'est un livre sur la lutte des classes sociales, son inadéquation avec son statut de toute petite bourgeoise avec la très grande bourgeoisie de la région en question. C'est un bouquin sur l'amour, sur la place de l'adolescence, bien sûr, sur la place de l'adolescente, sur une certaine réalité des années... Pardon ? Ce sont des choses éternelles. Mais oui, mais sur les années 90 aussi, il y a une vraie bande originale, il y a une vraie bande son, parce que ça parle de musique, ça parle de fringues, ça parle de vocabulaire. Franchement, c'est un bouquin magistral, c'est un bouquin... Vraiment, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu depuis pas mal de temps, sur le fond et sur la forme, parce que c'est un bouquin avec plusieurs entrées et avec un style
Plusieurs fois dans ces émissions, si vous nous suivez de manière régulière, j'ai pu vous dire que je trouvais qu'il y avait pas mal d'auteurs contemporains qui écrivaient de manière assez plate, comme ça, assez scolaire. Aujourd'hui, c'est un peu la mode. Et bien là, on a une auteure qui nous écrit avec un souffle, avec une verbe, avec un engagement, avec un style, avec une personnalité. Et mais ça, c'est l'école radio, mais chronique, mon Dieu, que ça fait dans les talk shows, etc. Ouais, mais mon Dieu, que ça fait du bien d'avoir affaire à quelqu'un qui a une personnalité et quelque chose qui ressort d'habitude. C'est vrai que c'est un livre à part. Et aussi, j'avais envie de rajouter, c'est un livre qui rassure sur toutes les mauvaises pensées qu'on a pu avoir ado. Parce qu'on a forcément détesté une, deux filles, enfin en tout cas, Mais comme ça la commence narratrice. beaucoup plus tôt dans les écoles. Hein. Bien sûr. Souvenez-vous le livre qui s'appelait Sa Majesté les mouches, où on voyait que finalement le monde des enfants était un monde d'une cruauté terrible, c'est éternel. Donc elle nous rassure quand même sur toutes les pensées qu'on a pu avoir. Je me suis un peu intéressée à Myriam Leroy sur les réseaux sociaux, qui est très active, pas encore très suivie, mais comme on le disait avec Michel, qui va le devenir, à mon avis, après la lecture de son livre, et qui s'investit beaucoup. Et on parlait de bande originale des années 90, c'est exact, et on sent qu'elle y est très attachée. Parce que quels que soient les réseaux sociaux sur lesquels elle est présente, que ce soit Facebook, Instagram, on la voit poster une photo de Véronique et Davina, en disant « Regardez ce que j'ai retrouvé, mon 45 tours de Toutou Youtou ». On la voit poster des photos de la petite sirène, parce que c'est le dessin animé qui l'a marqué dans son adolescence. Donc elle poste comme ça régulièrement des clichés des années 90, ce qui m'a amené juste à regarder le travail d'une photographe qui est allée dans les chambres d'ados, dans les années 90 et qui a fait 46 portraits de chambres d'ados. Elle s'appelle Adrienne Salinger et tout son travail est disponible sur le net. Je vous le recommande parce que voilà, ça nous donne une idée des chambres peut-être d'Ariane ou de Brenda dans le livre de Myriam Leroy. Est-ce que vous avez le sentiment les uns les autres, on terminera par ça, qu'au fond, ce qu'il y a à travers Myriam Leroy, c'est éternel ou c'est particulier? Non, on est, je pense, dans l'ordre de l'universel. C'est justement pour ça que ce livre touche le lecteur et parce qu'il y a différentes entrées. Maintenant, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est qu'il raconte une réalité dans un espace-temps et dans un lieu géographique qui est donné. Donc ça l'ancre quelque part, mais en même temps, ça cause à tout un chacun. Moi, j'ai envie de vous dire, sur le plan d'anecdote, je regrette de ne pas avoir lu ce livre quand j'étais ado, parce que ma relation aux filles aurait été beaucoup plus simple, parce que j'aurais compris pas mal de choses beaucoup plus vite. Voilà. La grande différence, c'est à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux et on le sent bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est sa puissance 10 ou 1000, puisque ce qu'elle vit, aujourd'hui, ça serait pire avec Internet. Ce qui est très intéressant dans ce livre, au-delà de ça, j'ai l'impression, c'est que voilà, on est vraiment dans le personnage de l'adolescent rebelle, torturé, qu'on a tous été un petit peu, même quand on est peut-être classique. On l'est tous à un moment donné, par rapport à la manière de s'habiller, par rapport à ce qu'on écoute. Et finalement, ce que Michel disait, il a raison, c'est un livre qui est très rock. Merci. Il est très, très rock, ce livre. Je trouve qu'effectivement, j'ai presque envie de mettre des riffs de guitare sur chacune des phrases qu'elle donne dans ce livre, parce que chaque phrase, c'est des points qu'on se prend dans la figure. Et pour ce côté rebelle. Voilà, il faut rappeler le titre, il s'appelle Ariane, et donc il est sélectionné pour le Goncourt du premier roman. On termine, est-ce que vous avez l'impression de quelque chose de particulier? D'universel. En fait, d'universel, parce que en lisant ce livre-là, Ariane, j'ai fait beaucoup de parallèles avec une œuvre qui est sortie il n'y a pas très longtemps chez nous, qui s'appelle La déesse des mouches à feu. Si vous voulez vous familiariser avec le parler québécois des régions, c'est tout à fait savoureux, et ça se passe aussi comme Ariane, en dehors des grands centres. Donc, il y a quelque chose de particulier aussi à cette région. Il y a beaucoup de musique, la musique punk, et comment les sensations de l'adolescent liées à la musique est très, très fort. Apprivoiser le désir, l'amour, les peines. Il y a énormément de parallèles avec ce livre de Geneviève Peterson et qui a été tellement intéressant et populaire chez nous qu'on l'a adapté très récemment au théâtre. Et ça a donné une œuvre où on a pris des jeunes filles, des non-actrices, pour les faire jouer le rôle de cette Catherine en plusieurs filles complètement différentes sur scène, et ça a été un succès assez intéressant. Le mot de conclusion par le Toxique Maison. Myriam Leroy, qui a d'ailleurs aussi écrit une pièce de théâtre, où justement les dialogues sont particulièrement cash. Ça s'appelle « Cherche l'amour ». On reste un peu dans le thème. Alain, coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, eh bien... une exposition à Liège, au musée de la Beuverie, qui s'appelle Roma,
et qui est un peu le reflet de cette grande époque où il fallait faire le grand tour et passer par Rome. Hein. Les 5 derniers siècles ont été, ou les 4 derniers siècles ont été marqués par ce grand tour qu'il fallait faire au plan artistique, géographique, dans tous les domaines des arts. C'est une exposition à voir au musée de la Boveri à Liège. Myriam. Un autre roman, 160 rue Saint-Viateur-Ouest. C'est pas juste une adresse, c'est le titre du plus récent livre de Magali Sauve. Et ce quartier de Montréal dans lequel on fait une incursion est très particulier. On le connaît bien à Montréal. C'est le quartier de la communauté juive hassidique. Et dans ce quartier-là, il y a un jeune homme qui est renié à cause de son homosexualité. Et il deviendra policier. Et une de ses enquêtes va l'amener à comprendre son histoire familiale. C'est captivant. Nicolas. Eh bien, moi, on va rester dans le thème de mai 68 d'aujourd'hui, puisque c'est à la Galerie Brugier à Paris, où on réinterprète justement les affiches de mai 68 avec les fameux pochoirs de Jérôme Ménager, d'Epsilon Point. C'est tout ce que j'adore. C'est de l'art de rue remis à la sauce historique. C'est donc à la Galerie Brugier à Paris. Je vous invite à le voir. C'est très coloré. Il y a beaucoup d'esprit contestataire avec les arts d'aujourd'hui. Mon cher Michel. Alors, pour prolonger mai 68, un monument de la littérature suisse, c'est un bouquin qui était sorti en 77, qu'on doit à un auteur zurichois, Fritz Zorn, ça s'intitule Mars. C'est un bouquin... C'est un chef-d'œuvre. Voilà. Bah, vous avez résumé ce qu'il faut dire par rapport à ce livre, et c'est un livre qui, pour moi, s'inscrit justement dans mai 68, parce que c'est l'histoire d'un jeune homme, vrai d'ailleurs, parce que l'auteur est mort du cancer, et qu'il racontait ce cancer à 31-32 ans, et ce cancer lui faisant découvrir que finalement, il avait complètement raté sa vie, qu'il n'avait jamais vécu, et ce bouquin étant un cri de rébellion contre la société, la famille, l'embourgeoisement, enfin, toutes les valeurs qu'on lui avait inculquées de force, et qu'il va combattre à travers... en raison de sa maladie, on va dire, et tout le bouquin est un cri là-dessus. C'est un bouquin qui est sorti en 80 chez Gallimard et qu'on retrouve aujourd'hui chez Folio très facilement. C'est un chef-d'œuvre. Laura. 2 sœurs, Lonia et Sonia Posternak, qui viennent de fonder L'Importante. C'est à la fois un site internet et des comptes sur tous les réseaux sociaux. C'est l'actualité des femmes à travers les réseaux sociaux, l'actualité culturelle, scientifique, politique. C'est très bien vu, je vous le recommande. Magnifique, 68, ça a été aussi Sgt. Pepper's des Beatles, il ne faut quand même pas l'oublier. On s'en souvient quand même un peu plus que d'Alain Krivine. Donc c'est assez fondamental. Alors, ce qui est amusant dans la profusion des livres qui sortent sur ce thème-là, vous avez la version du pouvoir. Par exemple, Édouard Balladur vient d'expliquer son 68, car il faut rappeler qu'il était conseiller de Georges Pompidou, que De Gaulle était un peu perdu dans les événements et que donc il a été à la manœuvre. Rappelons qu'en France, il n'y a eu aucun mort, grâce notamment à un préfet exceptionnel, et si grâce à la personnalité de Daniel Cohn-Bendit qui a été très apaisant. Et de l'autre côté, vous avez la version éruptive, Gérard Miller, donc le psychanalyste des médias, qui lui se plaint que tous ses copains de l'époque, qui étaient maoïstes, comme Serge July, trotskistes, comme par exemple Alain Finkielkraut ou beaucoup d'autres, soient maintenant tous passés du côté de Macron, alors qu'il serait, lui, le seul, Gérard et quelques autres, à défendre ce qu'il considère comme étant le mai 68 d'aujourd'hui, à savoir Jean-Luc Mélenchon. Vaste débat. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao et à bientôt. L'autre jour j'écoute la radio en me réveillant. C'était Yvette Corner qui jouait de l'accordéon. Ton accordéon me fatigue, Yvette, si tu jouais plutôt de la clarinette. Oh yeah.